Bon début de mois à tous, bonne fête du travail à ceux qui ont célébré cette journée, mais aussi bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. À l'occasion de la journée internationale du travail, la ministre de la fonction publique et du travail, Madame Christine Nkulikiyinka, a déclaré que pour que le Rwanda atteigne son objectif de créer 1,25 million d'emplois dans le programme 2020, il y a plus à faire. Les jeunes des districts de Huye et de Gisagara, engagés dans l'agriculture depuis 3 ans, expriment leur gratitude envers le gouvernement rwandais qui leur a offert des opportunités. Et à l'international, attaque de drones et de missiles russes sur Odessa, au moins 2 morts et 15 blessés selon les sources citées par Kyiv Post. Restez avec moi, Michel Iradukunda. Je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. À l'occasion de la Journée internationale du travail, la ministre de la fonction publique et du travail, Christine Nkulikiyinka, a déclaré que pour que le Rwanda atteigne son objectif de créer plus d'emplois, 1,25 million d'emplois dans le programme 2020, il faut travailler ensemble. Tous les secteurs doivent travailler ensemble et les employeurs doivent offrir aux jeunes des opportunités de formation professionnelle. Le récit de Patrick Nilidandi. Chaque année, le 1er mai, les travailleurs du monde entier se rassemblent en solidarité pour célébrer la Journée internationale des travailleurs, une occasion de rendre hommage aux luttes historiques et aux réalisations du mouvement syndical. Ancrée dans la revendication de la journée de 8 heures, cette commémoration reste un puissant rappel de la quête permanente pour des salaires équitables, des conditions de travail sûres et la justice sociale. À l'occasion de cette célébration de la fête du travail au Rwanda, la ministre de la fonction publique et du travail, Christine Nkulikiyinka, a déclaré que pour que le Rwanda atteigne son objectif de créer 1,25 million d'emplois dans le programme 2020, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, tous les secteurs doivent travailler ensemble et les employeurs doivent offrir aux jeunes des opportunités de formation professionnelle. La fête du travail aujourd'hui, nous l'avons célébrée bien sûr en nous concentrant sur le fait que créer des emplois, c'est pas, disons, le mandat seulement du ministère, mais il y a beaucoup de parties qui doivent y participer, y compris le secteur privé, les universités et autres institutions d'éducation, bien sûr aussi la société civile. Donc c'est un effort conjoint qui n'est pas seulement laissé au ministère ou au gouvernement. Donc c'est ça l'essentiel et surtout on a essayé de montrer le rôle de chacun dans la création des emplois. Et ce qui est très important, surtout quand on regarde notre stratégie nationale de transformation 2, qui va jusqu'à 2035, où d'ici 2029, nous voulons créer 1 250 000 emplois. Ça veut dire 250 000 par an. Ça ne peut pas être fait par l'État. Et surtout, nous avons insisté sur le rôle très important du secteur privé. Le message, c'est bien sûr, c'est un effort collectif. Nous devons tous y participer, mais surtout, il faut aussi que pour augmenter notre productivité, surtout les jeunes, il faut s'entraîner, il faut faire des formations, il faut développer ce qu'on appelle les soft skills pour être compétitif sur le marché du travail. Quant à l'état des conditions de travail, je dirais que c'est un processus. Donc nous venons de loin, nous avons encore un petit chemin à faire, mais nous nous réjouissons quand même des acquis que nous avons jusqu'à présent, où quand même un bon nombre d'employés bénéficient de certains avantages et protections sociales. Nous avons aussi, en tant que gouvernement, facilité cela, par exemple avec le fonds de Ejoheza, pour que les employés qui sont peut-être encore dans le secteur informel,
qui est encore une grande partie de notre secteur du travail, puissent aussi bénéficier de ces opportunités d'épargne pendant qu'ils sont encore actifs. Il y a encore un chemin à faire, comme on l'a dit. Il y a beaucoup, quand on parle de travail décent, les contrats de travail, les conditions de travail, il y a encore un petit chemin à faire, mais nous y travaillons, mais surtout en collaboration avec le secteur privé, avec les employeurs, pour mieux comprendre les avantages de respecter tout ce qui est demandé pour être un travail décent. La ministre du Travail a exhorté les jeunes, en tant qu'avenir du pays, à redoubler d'efforts pour bien faire leur travail afin qu'ils puissent se développer davantage et développer le pays dans son ensemble. Au niveau national, la Journée internationale des travailleurs est célébrée dans la ville de Kigali, réunissant plus de 600 personnes issues des divers secteurs de la main-d'œuvre à travers le pays. Le thème de la journée au niveau national est « Création d'emplois, notre objectif commun ». Les jeunes des districts de Houillé et Gisagala, engagés dans l'agriculture depuis 3 ans, expriment leur gratitude envers le gouvernement rwandais qui leur a offert des opportunités, notamment l'accès à des terres cultivables préparées, ainsi qu'un accompagnement facilité des institutions financières et des partenaires pour obtenir des prêts et bénéficier d'un encadrement dans l'élaboration de leurs projets. Les détails avec Amandine Koumassabo. Allée de l'Arrosoir, 30 jeunes regroupés au sein de la coopérative Youth Empowerment, active dans le secteur de Nyanza, en district de Gisagala, arrosent des plantes, d'arbres fruitiers. Cela fait maintenant 3 ans qu'ils se sont lancés dans l'agriculture. Dans le secteur Ngoma, en district de Houillé, la Dukunda Dieudonné s'active à sarcler les pommes de terre qu'il a plantées sur une parcelle de terre mise à sa disposition par le district. Il s'est lancé dans l'agriculture moderne après avoir terminé ses études universitaires. L'administration locale, en collaboration avec les partenaires du secteur agricole et les institutions financières, continue de suivre de près les projets portés par les jeunes afin de s'assurer que tout se porte bien comme prévu. Dans les districts de Houillé et Gisagala, 1632 jeunes effectuent des activités agricoles et d'élevage. Au cours des 3 dernières années, 32 coopératives agricoles et d'élevage ont été créées, générant également de l'emploi pour d'autres jeunes. Selon une étude menée en 2024 par Access to Finance Rwanda sur l'accès aux services financiers, le pourcentage des jeunes collaborant avec les banques est passé de 74% à 90%, ce qui a permis à certains d'entre eux de s'engager dans l'agriculture et l'élevage d'une manière professionnelle. Amandine Koumassabo pour la télévision rwandaise. Dans le cadre du renforcement du français dans le système éducatif du Rwanda, les enseignants volontaires de l'organisation OIF ont lancé une initiative dénommée « Des mots et des arguments francophones », un concours d'orthographe et d'épellation doublé d'un concours d'éloquence et des débats avec le soutien de l'ambassade de France. Un reportage de Patrick Nilitandi. Depuis 2020, à l'initiative de la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, des enseignants du français des pays francophones sont venus au Rwanda pour enseigner le français dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi dans les TTC, Teachers Training College, et un deuxième groupe est arrivé au Rwanda en 2022. 41 enseignants, hommes et femmes confondus, en provenance de 11 pays d'Afrique francophone, vont terminer cette année leur mission de 3 ans au Rwanda. Afin d'évaluer, entre autres, le travail qu'ils ont réalisé au Rwanda, ces enseignants ont pris l'initiative d'organiser un concours à l'intention des élèves rwandais en collaboration avec le REB, l'organe chargé de l'éducation de base, un concours subdivisé en 2 catégories. En fait, ce sont 2 concours combinés. Le premier, c'est un concours d'orthographe et d'épellation. Et le second, c'est un concours d'éloquence et de débat. Et on était réunis à Kigali donc, pendant 2 jours pour la demi-finale de ces 2 concours et ainsi que la finale qui a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit de concours importants puisque ce sont des événements qui favorisent la motivation des élèves et qui permettent aussi, notamment pour le concours d'éloquence et de débat, de pratiquer l'oral, la pensée critique, et la pensée critique qui est une des compétences de l'apprenant du 21e siècle. Ce sont des compétences qu'on attend des élèves aujourd'hui, qui sont très importantes, notamment dans un monde où la désinformation est partout. Donc voilà, pouvoir argumenter, pouvoir réfléchir, pouvoir rechercher pour soutenir ces arguments.
c'est quelque chose qui est très utile à tous, d'ailleurs pas qu'aux élèves. Et donc ce concours a été non seulement imaginé par les enseignants volontaires, mais il faut se dire que 41 personnes sont derrière le travail de mise en œuvre à minima, dont le coordinateur et porte-parole des enseignants volontaires de l'OIF. Et c'est un événement qui est aussi très émotif pour eux, puisqu'il s'agit de leur dernière année pour l'ensemble de ces volontaires. Ils seront restés 3 ans au Rwanda, pays qu'ils ont adoré et qu'ils aiment profondément. Ils ont une grande affection pour le Rwanda. Ils ont travaillé avec les autorités éducatives main dans la main. Et c'est une cohorte qui s'en va, une nouvelle qui arrivera à partir de septembre normalement. Djibouti est le pays francophone invité à ce concours car ce pays a organisé un concours similaire avec l'appui de l'OIF et les 2 premiers gagnants du concours ont remporté plusieurs prix comme par exemple un voyage au Rwanda avec leurs enseignants. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, s'est félicité du progrès accompli dans la réintroduction du français dans le système éducatif rwandais. Le début a été un petit peu laborieux. Vous savez, quand un programme comme ça de partenariat doit se mettre en place, c'est pas forcément facile au début. J'ai vraiment le sentiment que maintenant ça fonctionne beaucoup mieux. Je crois qu'un des enjeux très forts, c'est tout simplement les manuels scolaires. C'est en fait le programme, c'est-à-dire que maintenant le français n'est plus langue directe d'enseignement, c'est le français langue étrangère en quelque sorte. Donc en fait il faut adopter la méthode d'enseignement et adapter les manuels scolaires tout simplement. Et ça c'est notamment l'enjeu de ce plan national de la francophonie et c'est un travail qui est fait donc par les experts français et rwandais avec le REB et avec le Mineduc, puisque c'est évidemment le ministère rwandais de l'Éducation nationale qui a la dernière main sur le contenu des programmes. L'organe chargé de l'éducation de base, REB en sigle et en anglais, qui a pour mission de promouvoir la qualité de l'éducation au Rwanda, de la maternelle au primaire jusqu'au secondaire et dans les écoles spécialisées, s'est félicité aussi de l'organisation de ces concours qui est le fruit des différentes initiatives menées par les enseignants volontaires de l'OIF au Rwanda. Il a expliqué que ces différentes initiatives ont permis de rehausser le niveau d'éloquence des élèves rwandais. Et vous avez vu l'éloquence de nos élèves. Et les élèves sont innocents. Ce qu'ils désirent, c'est d'avoir un environnement favorable avec le professeur qualifié, avec le manuel qui est disponible. Et nous faisons éloge premièrement à nos élèves, mais aussi à nos enseignants, qu'avec cette collaboration avec l'Organisation internationale de francophonie, il y a quelque chose qui a changé. Nous avons les cours de français dans notre horaire, à l'école primaire et à l'école secondaire, et avec cet apport de ces étudiants, de ce professeur, ça c'est le résultat. Les 2 premiers de ces doubles concours sont des élèves de Titisi Mururu, situé en province de l'Ouest, district de Rusizi, et le Titisi Zaza, situé en secteur Zaza du district de Ngoma, c'est en province de l'Est. Tous les 2, avec leurs enseignants, ont obtenu plusieurs prix, dont des billets pour voyager vers Djibouti. Certains survivants du génocide perpétré contre les Tutsis à Kyugaro, c'est en secteur Ntarama, en district de Bugesera, demandent que ceux qui ont des informations sur l'endroit où les corps de leurs proches victimes du génocide ont été jetés de se manifester afin qu'ils puissent être enterrés dignement. Les détails avec Patrick Nyelitandi. Le 30 avril 1994, de milliers de Tutsis cachés dans les roseaux de Kyugaro, dans une zone connue sous le nom de CND, en secteur Ntarama du district de Bugesera, ont été sauvagement assassinés par les Interahamwe avec l'appui des soldats gouvernementaux de l'époque. Lors de la cérémonie de commémoration, Nuweburiza Marie-Claire, rescapée de ce massacre, a repris le chemin de croix qu'ils avaient parcouru en ce moment-là.
Lors de cette terrible période, nous étions pourchassés par les Interahamwe. En cherchant à les échapper, je suis tombé dans un ravin. Et quand je suis sorti de ces ravins, j'ai trouvé que ma mère avait été tuée. Je suis donc allé me cacher dans les roseaux pendant 3 jours. Et là, j'ai été sauvé à l'arrivée des soldats Ingotagni. Le gouverneur de la province de l'Est, Rubengisa Pudence, a déclaré qu'il est de la responsabilité de chaque Rwandais de se souvenir du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et de veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. La commémoration est une affaire de tous les Rwandais. Avec la commémoration, nous nous souvenons, mais nous préparons également l'avenir pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous devons aussi veiller sur tous les monuments consacrés au génocide perpétré contre les Tutsis. Le mémorial du génocide de Ntarama, qui est actuellement lieu de repos de plus de 5000 personnes tuées lors du génocide, dont plus de 3000 ont été massacrés à l'église de Ntarama, située en secteur Ntarama. Les organisations Ibuka, Avega et Aegis Trust appellent les Rwandais, en particulier les jeunes, à écouter et à lutter contre ceux qui continuent de propager l'idéologie du génocide perpétré contre les Tutsis. Lors des discussions qui ont réuni les organisations Ibuka, Avega et Aegis Trust, les parlementaires membres de la Commission rwandaise de l'unité pour les droits de l'homme et de la lutte contre le génocide, les représentants de ces organisations ont souligné qu'il existe toujours un grave problème de personnes qui continuent de propager l'idéologie du génocide. Les membres de ces organisations ont exhorté les députés à continuer de collaborer avec d'autres institutions et à continuer de travailler avec les organisations internationales pour poursuivre ceux qui propagent cette haine dans les pays étrangers. La présidente de cette commission, l'honorable Ndangiza Madina, a déclaré que les recommandations et conseils reçus des députés de ces organisations seront discutés avec le ministère de l'Unité rwandaise et de l'engagement civique et d'autres institutions afin d'améliorer davantage la mise en œuvre de la politique nationale d'unité et réconciliation en 2020 et le rôle de chacun dans sa mise en pratique. Les organisations Ibuka, Avega et Aegis Trust ont également demandé au gouvernement de durcir les sanctions imposées aux personnes accusées d'idéologie du génocide et autres crimes connexes. Ils ont également demandé que toutes les questions liées aux tribunaux Gacaca soient résolues. À Paris, un événement littéraire s'est tenu au mémorial de la Shoah ce dimanche autour du livre Combattre, coécrit par Tarsis Sinzi et Thomas Ribi, publié aux éditions Talendier. Ce récit poignant retrace le parcours exceptionnel de Tarsis Sinzi, rescapé et résistant face au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les détails avec Amandine Dikomasao. Merci à eux. Le 13 avril 1994, une semaine après le début des massacres, Sinzi, coach de karaté, refuse la fatalité. En quelques jours, il rallie une centaine d'hommes et organise une défense improvisée mais déterminée contre les miliciens qui avaient le plan d'exterminer tous les Tutsis. Comme on me connaissait, ils ont fomenté disant que moi j'étais l'envoyé des Ingotagni pour faire la reconnaissance. Alors, en 1994, ils ont cherché à me tuer. On a pris des photos sur l'arbre de Butare disant que celui-ci est recherché. On va donner le prix à celui qui va amener ma tête et mon cœur. Alors, comme je devrais être sauvé, tout en utilisant toutes mes techniques, il fallait que je regroupe les gens pour qu'on les mette ensemble. Comme ça, si quelqu'un vient me chercher, ce n'est pas facile de me rencontrer. En quittant la zone là où je restais à Butare, j'étais à Tiargwa, je suis arrivé chez mon père le 12. À partir du 12, le 13, nous sommes partis pour faire le combat avec les gens de Gikongoro. Moi, c'était la commune de Rusatira dans la préfecture de Butare. Il a fallu aller bloquer la zone de Gikongoro sur la rivière Mogo. Nous avons fait une résistance
du 13 au 21. Le 21, ils sont venus, ils nous ont tirés d'ici. On nous a bousculés jusqu'à Alizarissonga. Son témoignage rare et bouleversant est au cœur de Combattre, un récit à deux voix qui éclaire une partie de génocide contre les Tutsis, celui de la résistance. Le café littéraire qui s'est tenu en présence de Sinzi et Thomas Ibri en conversation avec Laurent Larcher, grand reporter à la Croix et auteur engagé sur les questions rwandaises, était en mémoire de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Thomas Ibri partage son point de vue sur le livre. Donc moi je dirais que c'était une expérience très précieuse et très rare, parce que je dis souvent que la parole des rescapés du génocide est une parole qui est un trésor, parce que les gens qui ont subi cette terrible période n'ont pas toujours le désir de parler, et quand certains acceptent de parler, il faut considérer que c'est une chance qu'on a de pouvoir les entendre. Et la différence avec Sinzi, c'est que non seulement c'est un rescapé du génocide, mais c'est aussi un grand résistant, quelqu'un qui a mené un groupe de plusieurs milliers de Tutsis à se défendre, et donc il a un parcours admirable, et si ça permet de faire mieux connaître son histoire, mais aussi l'histoire plus vaste de la résistance Tutsi pendant le génocide, je considérerais que le travail et la mission est accomplie. Le café littéraire qui s'est tenu au mémorial de la Shoah autour du livre Combattre, en partenariat avec IOCA France, était un moment fort de mémoire, de transmission de la mémoire et de reconnaissance. Amandine Dikoumassabo pour la télévision rwandaise. Un sixième dialogue de haut niveau sur la mise en œuvre de la révision de la stratégie de croissance verte et de résilience climatique s'est tenu à Kigali. Le ministère rwandais de l'Environnement estime qu'il faut se focaliser sur les projets à long terme pour le bien de la population. Plus de détails avec Yvon Yendanzi. L'un de ses partenaires, c'est l'organisation ACOS Network, qui depuis 30 ans travaille avec les communautés locales dans des activités de développement, tout en protégeant l'environnement, comme le dit le Dr Sam Kanyamibga, le directeur général d'ACOS. Il dit qu'en tant que société civile, ils travaillent main dans la main avec le gouvernement dans la protection de l'environnement à travers leurs diverses activités. Nous avons un grand programme sur terrain où nous travaillons avec un nombre assez large de communautés locales. Nous engageons aujourd'hui 80 000 foyers et nous travaillons sur 50 000 hectares où nous faisons la restauration des paysages, où nous travaillons avec les populations pour le développement intégré en tenant compte d'une bonne utilisation des terres, la bonne production qui est en général une production organique, pour ne pas utiliser des produits qui vont dégénérer le sol. En 2022, le Rwanda a révisé sa stratégie de coordination des activités économiques du pays dans divers secteurs, accompagnée de mesures de protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, le Dr Uwamariya Valentine, affirme que pour atteindre le contenu de ce programme, il est nécessaire de changer la façon de travailler et de créer des programmes plus larges, car ce sont eux qui montrent les résultats réels de ce qui a été fait. Le programme de coordination du développement de l'économie du pays et les mesures de protection de l'environnement complètent d'autres programmes nationaux dont la vision 2050, la stratégie nationale de transformation de ce que le pays s'est engagé à faire dans la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 et d'autres programmes dont dispose le pays pour la préservation et la protection de l'environnement. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à cette édition, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iladukunda. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre programme d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.